Tu es un fardeau maintenant, m'a dit ma mère alors que mon frère jetait mes affaires dans des sacs poubelles. Ils m'ont expulsé, cloué à un fauteuil roulant, pensant que ma vie était finie. Ils ignoraient tout de l'incroyable secret que je cachais. 3 mois plus tard, quand la France entière a découvert la vérité, il était bien trop tard pour eux, leur regret était devenu mon triomphe. Bonjour à tous et merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Avant de vous raconter en détail comment ma vie a basculé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est parti, plongeons dans mon histoire. Le son de l'électrocardiogramme était la première chose dont je me souvenais. Un bip-bip régulier, angoissant, qui rythmait les premières heures de ma nouvelle vie. J'ai ouvert les yeux sur un plafond d'un blanc stérile, une odeur d'antiseptique flottant dans l'air. C'était une chambre d'hôpital à Grenoble. Ma ville, mais un univers que je ne connaissais pas. Un homme en blouse blanche, le docteur Fournier, se tenait près de mon lit. Il m'a expliqué avec des mots doux mais précis la nature de mes blessures. Paralysie flasque des membres inférieurs due à un traumatisme de la moelle épinière. Derrière le jargon médical, le verdict était simple, je ne sentais plus mes jambes. Il a ajouté, avec un optimisme prudent, que le pronostic de récupération était bon avec une rééducation intensive. Votre excellente condition physique est un atout majeur, Adeline. Ma famille était là. Mon père, Hervé, silencieux comme à son habitude, le visage fermé. Ma mère, Martine, s'agitait, arrangeant nerveusement les fleurs sur la table de chevet. Et mon frère, Fabien, absorbé par son téléphone, comme si la scène ne le concernait qu'à moitié. J'ai cherché dans leurs yeux une lueur de réconfort, d'amour inconditionnel. J'ai seulement trouvé de l'inquiétude, mais pas celle que j'espérais. C'était une inquiétude pragmatique, presque administrative. Dans mon esprit confus, une image revenait sans cesse, le moment juste avant la chute. J'étais sur une paroi des Alpes, explorant une nouvelle voie d'escalade. Le soleil tapait, le vent chantait à mes oreilles. J'étais heureuse. J'avais sorti mon téléphone pour prendre une photo et appeler un potentiel investisseur, un certain monsieur Renaud, qui était passionné par mon projet de créer des circuits d'aventure. Et puis, le vide. La roche qui se dérobe. Le cri. Je me suis souvenu de ma mère, Martine, qui avait toujours détesté ma passion. Depuis mon adolescence, elle n'avait cessé de me répéter que l'escalade était un hobby dangereux, que je ferais mieux de trouver un vrai travail de bureau, comme tout le monde. Pour elle, ma vie d'indépendance, passée sur les sommets, était une anomalie, une source de honte silencieuse. Mon accident, je le comprenais maintenant, était la confirmation de toutes ses craintes. La validation de son discours pessimiste. Quand le docteur Fournier a quitté la chambre, après avoir parlé de longs mois de rééducation, de fauteuil roulant, d'aménagement nécessaire, le silence est devenu pesant. Mon père a fini par sortir prendre l'air. Fabien a prétexté un appel professionnel urgent. Je me suis retrouvée seule avec ma mère. Je m'attendais à ce qu'elle me prenne la main, qu'elle me dise que tout irait bien, que nous traverserions cette épreuve ensemble. Au lieu de ça, sa première question, posée d'une voix presque chuchotée, a été « L'assurance va couvrir combien pour tout ça ?» À cet instant précis, j'ai senti un froid glacial m'envahir, bien plus terrifiant que celui des sommets alpins. Ce n'était pas de l'inquiétude pour moi, c'était de l'inquiétude pour les finances, pour les apparences, pour le dérangement que j'allais causer. Je savais, au plus profond de mon être, que ma chute de la falaise n'était que le début de ma descente aux enfers. La véritable tempête, celle qui allait détruire tout ce que je croyais connaître, venait à peine de commencer. Comment aurais-je pu deviner jusqu'où leur égoïsme les mènerait ? 3 semaines se sont écoulées dans un brouillard de douleurs et de séances de kinésithérapie à l'hôpital. Chaque jour était une bataille. Réapprendre à bouger mon torse, à me transférer de mon lit à ce fauteuil qui était devenu ma prison. J'ai finalement obtenu l'autorisation de rentrer à la maison, dans cette petite ville près de Grenoble où j'avais grandi. J'imaginais, naïvement, que le retour dans le cocon familial serait une source de réconfort. Quelle erreur! La maison de mon enfance me semblait soudain hostile. Les escaliers menant à ma chambre étaient un Everest infranchissable. Chaque porte semblait trop étroite. Le lendemain de mon retour,
alors que j'essayais de trouver mes marques dans ce nouvel univers contraignant, ma mère et mon frère m'ont convoqué dans le salon. Mon père, comme d'habitude, était absent, parti faire des courses. Une excuse bien pratique pour fuir ses responsabilités. L'ambiance était électrique. Martine, ma mère, avait revêtu son masque de femme sérieuse et raisonnable, celui qu'elle portait pour les mauvaises nouvelles. Fabien, mon frère aîné, se tenait à côté d'elle, évitant soigneusement mon regard. Adeline, commença ma mère d'un ton faussement compatissant, nous devons parler de la situation. Il faut réorganiser notre vie. J'ai attendu, le cœur battant. Je pensais qu'elle allait parler d'installer une rampe, de transformer une pièce du rez-de-chaussée. Fabien a besoin de plus d'espace pour son bureau à domicile, continua-t-elle, allant droit au but. Son entreprise se développe, il a besoin de calme. Ta chambre est la seule solution viable. Le souffle m'a manqué. Ma chambre? Mon seul refuge? Fabien a enfin daigné prendre la parole, le regard fixé sur ses chaussures. Oui, j'ai un projet très important en ce moment. Il me faut une concentration absolue. C'est une question de carrière, tu comprends? Son ton n'exprimait aucune excuse. Seulement de l'impatience. Il parlait de sa carrière alors que la mienne venait de voler en éclats. L'ironie était cruelle. Mais, où vais-je aller, ai-je réussi à articuler, la voix tremblante. Nous ne sommes pas un hôpital, Adeline, a tranché ma mère, son ton devenant soudainement dur comme de la pierre. Nous ne pouvons pas t'aider à monter et descendre les escaliers. C'est trop compliqué. J'ai plaidé. J'ai supplié. Je leur ai rappelé les paroles des médecins, les quelques mois nécessaires pour retrouver une partie de mon autonomie. En réponse, Fabien, avec un geste d'agacement, a heurté la petite table à côté de moi. Une pile de documents, mes rapports médicaux, mes exercices de rééducation, mes contacts importants a glissé et est tombé par terre. Plusieurs feuilles ont atterri dans une flaque d'eau provenant d'un pot de fleurs. Oh, zut, a-t-il marmonné, sans même faire un geste pour ramasser les papiers détrempés. Toujours en train de tout dramatiser. Ce n'était pas un accident. C'était un message. Ma douleur, mes espoirs, mes plans de rééducation, tout cela n'était pour lui qu'un obstacle, un désordre à éliminer. J'ai regardé ma mère, les larmes aux yeux, cherchant un dernier secours. Son visage était fermé, impénétrable. C'est alors qu'elle a prononcé la phrase qui allait sceller leur trahison et devenir le moteur de ma nouvelle vie. Une phrase prononcée froidement, comme une sentence irrévocable. Tu es un fardeau maintenant, Adeline. Un fardeau. Ce mot a résonné dans le silence du salon, brisant les derniers vestiges de mon amour pour eux. Ce n'était plus ma famille. C'étaient mes juges, et ils venaient de me condamner à l'exil. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en me condamnant, ils venaient de signer leur propre arrêt. Le verdict était tombé, mais le procès n'était pas encore terminé. Comment allaient-ils réagir quand ils découvriraient que le fardeau qu'ils jetaient dehors valait une fortune? Le verdict était tombé. Il n'y avait plus de place pour la discussion, seulement pour l'exécution. Sans un mot de plus, Fabien est monté dans ma chambre. J'ai entendu le bruit des tiroirs qu'on ouvre et qu'on ferme violemment. Il n'a même pas utilisé de carton. Il a pris des sacs poubelles. Le symbole était brutal, intentionnel. Ma vie, mes souvenirs, mes passions, tout était traité comme des ordures à jeter. Cloué dans mon fauteuil, je ne pouvais que l'écouter saccager mon passé. Chaque objet qui tombait dans le sac en plastique noir était un coup de poignard. Mes livres d'alpinisme, mes carnets de voyage, mes photos. J'ai vu passer entre ses mains une photo de nous deux, enfants, au sommet d'une petite montagne près de la maison. Il l'a regardée une seconde, une fraction de seconde où j'ai cru déceler une hésitation. Puis, il l'a jetée avec le reste. Mon esprit, anesthésié par le choc, a commencé à errer dans le passé. Les images défilaient, rendant la trahison présente encore plus insupportable. Je me suis revue, quelques années plus tôt, annonçant à mes parents que j'avais obtenu une prestigieuse bourse d'échange pour aller étudier la géologie au Canada. Un rêve. Mais une semaine plus tard, mon père, Hervé, a eu sa crise cardiaque. L'opération, la longue convalescence. J'ai annulé mon voyage sans hésiter. J'ai passé des mois à son chevet, à m'occuper de la maison,
à le soutenir. Puis il y a eu Fabien. Son projet de start-up dans l'informatique, une idée fumeuse qui nécessitait un capital de départ. Mes parents ne pouvaient pas l'aider. Alors j'ai pioché dans mes économies. L'argent que j'avais mis de côté pendant des années, en guidant des randonnées, en donnant des cours de survie. 15 000 €. Une somme énorme pour moi. Je lui ai donné, sans rien demander en retour. L'entreprise a fait faillite en moins d'1 an, mais je ne lui ai jamais rien reproché. J'avais aidé mon frère. C'était tout ce qui comptait. Et aujourd'hui, ce même frère emballait ma vie dans des sacs poubelles parce qu'il avait besoin d'un bureau plus grand. Ce même père, pour qui j'avais sacrifié un rêve, restait silencieux, complice de mon expulsion. Ma mère est redescendue. J'ai appelé ta tante Sylvie, a-t-elle annoncé, comme si elle me faisait une faveur. Elle a une petite chambre d'amis sous les combles. Ce n'est pas grand-chose, mais... Non, ai-je coupé, ma voix étonnamment calme. Je ne sais pas d'où venait cette force. Peut-être que lorsque l'on a tout perdu, il ne reste plus que la fierté. Ils ont semblé soulagés par mon refus. Cela les déchargeait de toute responsabilité. J'ai sorti mon téléphone. Mes doigts étaient engourdis, mais mon esprit était clair comme du cristal. J'ai passé 2 appels rapides. Des conversations courtes, précises. C'est à ce moment-là que je me tourne vers vous qui m'écoutez. Imaginez-vous à ma place. Votre famille, ceux qui devraient vous protéger, vous traitent comme un déchet. Que auriez-vous fait? Auriez-vous accepté d'aller chez la tante Sylvie? Auriez-vous crié, pleuré, supplié? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieuse de savoir comment vous auriez réagi face à une telle injustice. Mon père est finalement entré dans la pièce. Il avait dû entendre mon refus. Son visage était un mélange de lâcheté et d'irritation. Il était l'homme qui n'avait jamais su s'opposer à ma mère, qui avait toujours choisi le chemin le plus facile. Adeline, a-t-il dit d'une voix lasse, ne sois pas têtue. Écoute ta mère. C'est pour le mieux. Pour le mieux. Ces 3 mots ont été le coup de grâce. Ce n'était pas seulement ma mère et mon frère. C'était lui aussi. Ils étaient tous d'accord. J'étais seule. À cet instant, j'ai compris. J'étais seule, mais je n'étais pas vaincue. Ils pensaient me briser, m'humilier. Mais ils ne savaient pas que dans le silence de ma chambre d'hôpital, pendant qu'ils se plaignaient déjà du fardeau que j'allais devenir, j'avais planté les graines de ma renaissance. Ils ne se doutaient pas que le château qu'ils mettaient en pièces n'était que les cendres à partir desquelles mon empire allait naître. Leur trahison était-elle la pire chose qui pouvait m'arriver, ou la meilleure? Le silence qui a suivi les paroles de mon père était lourd, définitif. Il n'y avait plus rien à dire. Ils avaient rendu leur jugement. J'ai regardé ma montre. L'un de mes appels avait été pour fixer un rendez-vous. Ils seront là dans 20 minutes, ai-je annoncé dans le vide. Ma mère a soupiré, exaspérée par ce qu'elle prenait pour un caprice. Ne fais pas de drame, Adeline. Où veux-tu aller comme ça? Tu peux à peine t'occuper de toi-même. Je n'ai pas répondu. J'ai fait pivoter mon fauteuil et j'ai regardé une dernière fois ce salon. Chaque meuble, chaque tableau, chaque souvenir était désormais souillé par leur trahison. 20 minutes plus tard, un véhicule s'est garé devant la maison. Ce n'était pas un taxi ordinaire. C'était une ambulance privée, un véhicule de transport médicalisé haut de gamme, blanc et impeccable. Le genre de service qui coûte une petite fortune. J'ai vu leur visage à travers la fenêtre. La surprise. L'incompréhension. Fabien, qui descendait avec un dernier sac poubelle, s'est figé sur le perron. Ma mère a ouvert la porte, le visage décomposé. Un homme en uniforme impeccable est descendu. Il avait la quarantaine, un air calme et professionnel. Il a salué d'un signe de tête et s'est adressé à moi avec un respect que je n'avais pas reçu de ma propre famille depuis des semaines. Madame Adeline? Nous sommes là pour vous. Il est entré, a évalué la situation d'un coup d'œil expert, et a commencé à manœuvrer mon fauteuil avec une douceur et une efficacité déconcertantes. Ma famille se tenait là, pétrifiée, comme des acteurs qui ont oublié leur texte. La scène était surréaliste. Alors que le chauffeur me guidait vers la porte, j'ai vu le regard de ma mère balayer frénétiquement le voisinage. Madame Dubois,
la voisine curieuse, était justement en train d'arroser ses géraniums, les yeux grands ouverts. L'humiliation publique. Pour ma mère, obsédée par les apparences, c'était le pire des châtiments. La honte sur son visage était presque jouissive. Mais, où vas-tu, a-t-elle finalement réussi à articuler, sa voix trahissant une pointe de panique. Dis-nous au moins où tu vas. Le chauffeur a déployé une rampe à l'arrière du véhicule. Je me suis retournée une dernière fois vers eux, sur le seuil de la maison qui n'était plus la mienne. Pour la première fois depuis l'accident, un vrai sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Un sourire de défi, de promesse. J'ai pensé à l'appartement que j'avais réservé la semaine précédente. Un superbe appartement entièrement accessible au cœur de Lyon, dans un immeuble de standing. Un appartement payé avec l'avance sur mon contrat. Ne vous inquiétez pas pour moi, ai-je dit, ma voix claire et forte, résonnant dans la rue silencieuse. Je suis sûre que vous entendrez très bientôt parler de moi. Le chauffeur m'a installé confortablement, a sécurisé le fauteuil, et a refermé les portes. Alors que le véhicule s'éloignait doucement, j'ai jeté un dernier regard dans le rétroviseur. Ils étaient toujours là, sur le porche. 3 silhouettes figées dans l'incompréhension et peut-être, pour la première fois, dans la peur. Ils m'avaient jeté dehors en me croyant brisé. Ils ne réalisaient pas qu'ils venaient de me libérer. Ils pensaient m'envoyer à la rue, mais ils venaient de me mettre sur la voie royale. Avaient-ils la moindre idée de la tempête qu'ils venaient de déchaîner? Le trajet de Grenoble à Lyon a duré 1h30. 1h30 de silence, où j'ai regardé les montagnes de mon enfance s'éloigner dans le rétroviseur jusqu'à disparaître. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Seulement un vide immense, et la sensation étrange d'une page qui se tourne. L'ambulance s'est arrêtée devant un immeuble moderne et élégant dans le quartier de la Confluence. Le chauffeur m'a aidé à descendre et à monter mes quelques affaires. Quand la porte de mon nouvel appartement s'est ouverte, j'ai eu le souffle coupé. C'était immense. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville. Tout était conçu pour être accessible, une cuisine avec des plans de travail à hauteur réglable, une salle de bain à l'italienne, des portes larges. C'était un sanctuaire de luxe et d'indépendance. Le contraste avec la petite chambre sous les combles de ma tante Sylvie était si violent qu'il en était presque comique. Une fois seule, j'ai roulé jusqu'à la grande baie vitrée. Lyon scintillait à mes pieds. C'est là que le souvenir est revenu, précis et vivifiant. 2 jours avant qu'il ne me chasse, alors que j'étais encore sur mon lit d'hôpital, j'avais eu un appel vidéo. À l'écran, le visage souriant de Jean-Luc Renaud, le PDG d'une des plus grandes sociétés d'investissement dans le tourisme d'aventure en Europe. Adeline, avait-il dit, son enthousiasme communicatif, j'ai appris pour votre accident. Je suis sincèrement désolé. J'avais cru que c'était la fin de mon projet. La fin de tout. Mais, avait-il continué, se penchant vers la caméra, ne le prenez pas mal, mais cet accident, il ne met pas fin à notre accord. Au contraire. Il le rend encore plus fort. J'étais stupéfaite. Pensée Y, avait-il expliqué. Vous vouliez créer des parcours d'aventure accessibles. Maintenant, vous n'êtes plus seulement une experte. Vous êtes une experte qui vit la situation de l'intérieur. Votre histoire, votre combat, c'est une source d'inspiration. C'est le cœur de notre projet. Nous n'investissons pas seulement dans une idée, Adeline. Nous investissons en vous. Depuis mon lit d'hôpital, à l'aide d'une tablette, j'avais signé électroniquement le contrat. Un contrat qui assurait un financement initial de 250 000 € pour le projet, et me nommait directrice avec un salaire plus que confortable. L'avance versée m'avait permis de louer cet appartement et d'organiser mon départ en secret. La réalité de ma situation m'a frappé de plein fouet. J'étais seule, dans une nouvelle ville, avec un corps qui ne m'obéissait plus, mais avec des moyens financiers et un projet ambitieux qui n'attendait que moi. La première nuit a été la plus dure. Le silence de l'immense appartement était assourdissant. Il n'y avait plus le bruit des pas de ma mère dans le couloir, ni la télévision de mon père dans le salon. Il n'y avait que moi. Face à moi-même. J'ai regardé mes jambes inertes, posées sur le lit. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai craqué. J'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de rage et de peur. Une crise de panique m'a saisi.
L'euphorie de la fuite avait laissé place à une angoisse vertigineuse. Et si je n'y arrivais pas? Et si les médecins se trompaient? Et si, au fond, ma famille avait raison? Et si j'étais vraiment un fardeau, incapable de me débrouiller seule? Je me suis sentie si petite, si vulnérable. C'est un sentiment terrible que d'être entouré de succès matériel mais de se sentir complètement seul et brisé à l'intérieur. Je me demande, vous qui m'écoutez, si vous avez déjà ressenti ça. Ce décalage entre l'image que vous projetez et le chaos que vous ressentez à l'intérieur. Dites-le moi. Cette nuit-là, j'ai touché le fond. Mais c'est souvent quand on touche le fond qu'on trouve la force de remonter. Au lever du soleil, mes larmes avaient séché. La peur était toujours là, mais une autre émotion avait pris le dessus, la détermination. Je n'allais pas leur donner raison. Ma nouvelle vie commençait maintenant. Et elle serait spectaculaire. Mais pouvais-je imaginer à quel point le chemin serait douloureux avant de voir la lumière? Ma nouvelle routine s'est mise en place avec une discipline militaire. Chaque matin, un VSL venait me chercher pour m'emmener dans le meilleur centre de rééducation de Lyon. Mes journées étaient un enchaînement ininterrompu d'efforts surhumains. La salle de kinésithérapie est devenue mon champ de bataille. L'odeur de transpiration et de désinfectant, le bruit des poids et des machines, les cris de douleur et d'encouragement, c'était mon nouvel univers. Le processus de guérison était un enfer. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, la récupération n'est pas une ligne droite ascendante. C'est une succession de petits progrès et de rechutes décourageantes. Il y avait des jours où je parvenais à contracter un muscle de la cuisse pendant une fraction de seconde, et je ressentais une joie immense. Et il y avait des jours où la douleur neuropathique était si intense que je ne pouvais que rester prostré, les larmes coulant en silence. Mon kinésithérapeute en chef s'appelait Jean-Pierre. Un homme de plus de 60 ans, sec comme un coup de trique, avec des mains aussi puissantes que des étaux et un regard qui semblait lire au fond de votre âme. Il était réputé pour être le meilleur, mais aussi le plus dur. Il n'avait aucune pitié pour les plaintes ou l'apitoiement. Les premières semaines, notre relation a été conflictuelle. Il me poussait au-delà de mes limites, jusqu'à ce que chaque fibre de mon corps hurle. Un jour, alors que j'essayais de me hisser sur des barres parallèles, mes bras ont lâché et je suis retombé lourdement. L'épuisement et la frustration m'ont submergé. J'ai commencé à sangloter. Je n'en peux plus, ai-je gémi. C'est trop dur. Je m'attendais à de la compassion. Au lieu de ça, il s'est approché, le visage dur. Vous pleurez sur quoi, Adeline? A-t-il demandé d'une voix cinglante. Sur vos jambes? Ou sur le fait que votre famille vous a mise à la porte comme une malpropre? Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Comment savait-il? J'avais été discrète sur ma situation. Les infirmières parlent, a-t-il continué, comme s'il lisait dans mes pensées. Alors, je vous repose la question. Vous pleurez parce que vous avez mal, ou parce que vous voulez leur prouver qu'ils ont eu tort? J'ai reniflé, essuyant mes larmes avec un revers de main rageur. Je veux qu'il regrette. Je veux qu'il rampe. Il a secoué la tête, l'air déçu. La vengeance est un carburant de mauvaise qualité. Ça brûle vite et ça laisse un goût de cendre. Vous ne tiendrez pas la distance avec ça. Il s'est accroupi pour être à mon niveau. Son regard s'est adouci pour la première fois. Je vais vous dire pourquoi vous allez vous battre, Adeline. Vous n'allez pas le faire pour eux. Vous allez le faire pour la petite fille que vous étiez. La petite fille qui a grimpé sa première montagne, pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce qu'elle aimait le vent et le ciel. Vous allez vous battre pour retrouver cette liberté. Vous allez vous relever pour elle. Pas pour des gens qui ne vous méritent pas. Ce jour-là, quelque chose a changé en moi. Jean-Pierre avait raison. Ma colère était un moteur puissant, mais destructeur. La véritable force ne se trouvait pas dans le désir de détruire les autres, mais dans la volonté de se reconstruire soi-même. À partir de ce moment, mes séances ont pris une autre dimension. La douleur était toujours là, mais elle avait un sens différent. Chaque exercice n'était plus un pas vers ma vengeance, mais un pas vers moi-même. Mon corps a commencé à répondre. Des tremblements sont devenus des contractions. Des contractions sont devenues des mouvements. Parallèlement, je travaillais sur mon projet. Les soirs et les week-ends, mon appartement se transformait en quartier général.
Appel vidéo avec des ingénieurs pour concevoir du matériel d'escalade adapté, réunion avec des avocats pour déposer les statuts de l'entreprise, entretien pour recruter une petite équipe. Je me suis jetée dans le travail avec une énergie féroce. L'acier de ma volonté se forgeait dans le feu de l'épreuve. J'étais en train de renaître, plus forte, plus affûtée. Mais pendant que mon corps et mon esprit se reconstruisaient, une nouvelle épreuve, plus insidieuse encore, se préparait dans l'ombre. Une nouvelle tentative de ma famille pour me nuire, qui allait me prouver que leur cruauté n'avait décidément aucune limite. Étais-je seulement prête à affronter ce qui allait suivre? Pendant des semaines, mon seul contact avec le monde extérieur, en dehors de mon équipe et du centre de rééducation, était ma tante Sylvie. La sœur de ma mère. Une femme gentille, un peu bavarde, qui n'avait jamais approuvé la décision de sa sœur. Elle m'appelait une fois par semaine, me donnant des nouvelles de Grenoble avec une certaine gêne. C'est par elle que j'ai appris la version officielle de mon départ. Un après-midi, elle m'a appelé, la voix chargée de colère contenue. « Adeline, tu ne vas pas croire ce que Martine raconte à tout le monde », a-t-elle commencé. Elle joue la comédie de la mère éplorée. J'ai écouté, le cœur glacé. Ma mère, Martine, avait orchestré une véritable campagne de communication. Elle racontait à qui voulait l'entendre que mon état était bien plus grave que prévu, que j'avais besoin de soins constants dans un établissement spécialisé et hors de prix, près de Lyon. Elle se plaignait du fardeau financier, des sacrifices qu'elle et mon père devaient faire pour moi. Elle pleurait dans les bras de ses amis au club de bridge, récoltant la sympathie et l'admiration de toute la ville pour son prétendu courage. Elle est en train de se faire passer pour une sainte, cette indignée Sylvie. Les gens la plaignent, lui apportent des gâteaux. C'est à vomir. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. L'hypocrisie était si énorme, si parfaite, qu'elle en devenait absurde. Non seulement ils m'avaient jeté dehors, mais ils utilisaient mon malheur pour redorer leur propre image. Ils ne se contentaient pas de m'effacer, ils réécrivaient l'histoire à leur avantage. Mais le pire était encore à venir. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais que trop bien. Fabien. J'ai hésité, puis j'ai décroché. La curiosité était plus forte que la répulsion. Adeline? C'est moi, a-t-il dit, sa voix mielleuse. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas prononcé un mot d'excuse. Il a directement enchaîné sur ses propres problèmes. Son travail était stressant, son patron ne le comprenait pas, sa nouvelle copine était exigeante. Il a parlé de lui, encore et toujours, pendant près de 10 minutes. J'écoutais en silence, fasciné par un tel niveau d'égocentrisme. Puis, la véritable raison de son appel est arrivée. « Écoute, sœurette », a-t-il dit, utilisant un surnom qu'il n'avait pas employé depuis notre enfance. « Je suis un peu juste en ce moment. J'ai un gros projet, mais la banque traîne les pieds. Je me demandais si tu pouvais me dépanner. » J'ai attendu, sachant ce qui allait venir. Il me faudrait juste un petit coup de pouce. Disons. 5 000 €? Juste le temps de me retourner. Je te rembourserai, c'est promis. Le silence au bout du fil était assourdissant. L'audace. L'impudence. L'homme qui m'avait mise à la porte, qui avait jeté mes souvenirs à la poubelle, qui avait justifié mon expulsion par son besoin d'un bureau, osait maintenant me demander de l'argent. Il ne voyait en moi qu'une source de problèmes, puis, soudain, une solution potentielle à ses propres difficultés financières. J'ai pris une grande inspiration. Ma voix, quand elle est sortie, était calme, tranchante comme une lame de rasoir. 5 000 €, Fabien, ai-je répété lentement. Oui, ce serait super, a-t-il répondu, plein d'espoir. Dis-moi, ai-je continué sur le même ton glacial, est-ce que cette somme est suffisante pour acheter une conscience? Il y a eu un blanc. Puis, il a bafouillé. Mais, de quoi tu parles? C'est juste pour aider la famille. La famille, ai-je coupé. Tu oses me parler de famille? Il s'est énervé. Si c'est pour me faire la morale, laisse tomber. De toute façon, tu as toujours été égoïste. Et il a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, abasourdi. Ce n'était même plus de la colère que je ressentais. C'était un abîme. Un vide sidéral.
Cet appel avait anéanti la dernière particule d'espoir que je pouvais avoir. Il n'y avait rien à sauver. Aucune rédemption possible. L'impudence de cet appel a été un électrochoc. Je savais ce que j'avais à faire. Ma vengeance, comme l'avait dit Jean-Pierre, n'était pas le but. Mais la justice, si. Il était temps de faire tomber les masques. Et je savais exactement comment j'allais m'y prendre. La scène était prête, les acteurs en place. Il ne me restait plus qu'à lever le rideau. Mais à quel point le spectacle allait-il être dévastateur pour eux? Les 3 mois fatidiques s'étaient écoulés. 3 mois de sueur, de larmes et de travail acharné. Mon corps avait changé. Mes bras étaient devenus puissants, mon torse était gainé. J'avais abandonné le fauteuil roulant pour des béquilles, même si je gardais le fauteuil pour les longues distances, par confort et par stratégie. Ma rééducation était qualifiée de « miraculeuse » par les médecins. Ils parlaient de ma force mentale, mais ils ne connaissaient pas le nom de mon véritable carburant, la trahison. Un vendredi après-midi, j'ai reçu une visite inattendue. Mon amie d'enfance, Élodie, la seule personne de Grenoble avec qui j'avais gardé un contact régulier, a sonné à ma porte. Elle avait fait la route spécialement pour me voir. Après une longue étreinte, nous nous sommes installés sur mon canapé, avec la vue sur Lyon en toile de fond. « Tu es incroyable, Adeline », a-t-elle dit, les yeux brillants d'admiration. « Cet appartement, ta force, je suis si fière de toi. » Puis, son visage s'est assombri. Elle a sorti quelque chose de son sac. Un carton d'invitation glacée, élégant. J'ai reçu ça hier. Et je ne suis pas la seule. Tout le voisinage, tous leurs amis. J'ai pris le carton. C'était une invitation pour une grande réception, le dimanche suivant, à la maison de mes parents. Le motif? Célébrer la « promotion exceptionnelle » de Fabien. Ta mère est sur un petit nuage, a continué Élodie, un rictus ironique aux lèvres. Elle prépare ça depuis des semaines. Le grand traiteur, le champagne à flot. Elle a même dit à ma mère que c'était dommage que tu ne puisses pas être là, mais que ton état était encore trop fragile. Elle veut que toute la ville voie à quel point son fils est une réussite. Une réussite. Mon frère, l'homme qui m'avait demandé 5 000 € quelques semaines plus tôt, était célébré comme un héros. L'ironie était parfaite. J'ai souri. Un vrai sourire, large et sincère. Élodie, ai-je dit, le timing est absolument parfait. Elle m'a regardée, intriguée. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis levée, j'ai pris ma tablette sur le bureau et je lui ai montré un document. C'était le communiqué de presse officiel de mon entreprise, Sommet Horizon. Un communiqué sous embargo, programmé pour être envoyé à toutes les plus grandes agences de presse et chaînes de télévision de France le lendemain matin, à cette heure précise. Élodie a commencé à lire à voix haute, sa voix devenant de plus en plus ébahie. De la tragédie au triomphe, Adeline, survivante d'un accident d'alpinisme, lance Sommet Horizon, le premier programme européen d'aventure pour personnes en situation de handicap, soutenu par un investissement majeur du groupe Renault. Elle a levé les yeux de la tablette, la bouche bée. Adeline? Mais c'est une bombe. Tu vas être partout. Aux informations nationales. J'ai hoché la tête, savourant le moment. J'ai ensuite ouvert un autre fichier. Une courte vidéo de démonstration que nous avions tournée la semaine précédente. On m'y voyait, en fauteuil roulant tout-terrain, puis avec mes béquilles, guider un petit groupe de personnes amputées ou en fauteuil sur un parcours d'acrobranche adapté. Leurs visages rayonnaient de joie, de fierté. Ça, c'est ce qui est important, Élodie. C'est ça, ma vraie victoire. Elle avait les larmes aux yeux. Ils vont être anéantis. J'ai siroté mon thé, le regard perdu sur les lumières de la ville qui commençaient à s'allumer. Demain matin, à l'heure où ma mère choisira sa tenue pour la grande fête de son fils, mon histoire sera à la une. Au moment où le traiteur installera les petits fours, les journalistes commenceront à appeler. Et dimanche, quand leurs invités arriveront, ils sauront tous. Ils sauront la vérité. Et ils sauront exactement pourquoi je ne suis pas là. Élodie m'a demandé, « Tu n'as pas peur ?» J'ai tourné mon regard vers elle, un calme absolu m'habitant. Peur? Non. Je n'ai plus peur.
Je suis juste impatiente. La justice, parfois, est un plat qui se mange froid. Et le mien est sur le point d'être servi. La nuit tombait sur Lyon. C'était le calme avant la tempête. Une tempête que j'avais moi-même créée, et qui allait tout balayer sur son passage. Jusqu'où les ondes de choc allaient-elles se propager? Le samedi matin, je me suis réveillée avant l'aube. Je n'avais pas besoin de réveil. L'adrénaline suffisait. À 6h59, je tenais une tasse de café chaud entre mes mains, assise face à la baie vitrée, mon ordinateur portable ouvert. À 7h pile, mon téléphone, posé à côté, a vibré une première fois. Une notification de l'agence de presse, communiqué envoyé. Et puis, le déluge. Ce n'était plus une vibration, c'était un tremblement de terre. Mon téléphone n'arrêtait plus de sonner, de vibrer, de s'allumer. Notification de Google à l'air, email, mention sur les réseaux sociaux. C'était encore plus rapide, encore plus massif que ce que j'avais anticipé. Les titres s'affichaient sur mon écran, l'un après l'autre. Le Figaro, la revanche d'une alpiniste, comment Adeline a transformé son handicap en empire. Le Monde, sommet horizon, l'innovation sociale née d'un drame familial. Les chaînes d'infos en continu ont commencé à diffuser des bandeaux, l'incroyable histoire d'Adeline, l'entrepreneuse en fauteuil roulant qui révolutionne le tourisme d'aventure. Mon histoire était parfaite pour les médias. Elle avait tous les ingrédients, la tragédie, la résilience, la trahison en filigrane, et un triomphe inspirant. Mon équipe de communication avait fait un travail remarquable, distillant les éléments de mon histoire personnelle avec juste assez de sous-entendus pour que tout le monde comprenne sans que je n'accuse personne directement. Vers 9h, mon téléphone a sonné. C'était ma tante Sylvie. Elle ne riait pas, elle hurlait de rire. Adeline. Oh, ma chérie, si tu voyais ça. C'est épique. J'ai souri. Raconte-moi tout, Tati. Alors, figure-toi que ta mère était chez le coiffeur. Pour se faire belle pour sa grande fête. Elle était sous le casque, en pleine mise en pli, quand son amie Josiane, qui était à côté, a vu passer ton visage sur l'écran de BFM TV. Je pouvais imaginer la scène. Ma mère, les cheveux en papillotes, le visage couvert de crème. Josiane a montré son téléphone à ta mère. Sylvie m'a dit que Martine est devenue blanche comme un linge. Elle s'est levée d'un coup, a arraché son peignoir, et dans la panique, elle a renversé tout le chariot de la coiffeuse. Il y avait des bigoudis et des bouteilles de lac partout. Elle est partie sans même payer, en bafouillant une excuse. La vision de ma mère, si soucieuse de son image, fuyant un salon de coiffure en plein chaos, était d'une saveur indescriptible. Peu de temps après, la fête du lendemain a été annulée. Un SMS laconique a été envoyé à tous les invités, suite à un imprévu de santé, la réception de dimanche est annulée. Nous nous excusons pour le désagrément. Imprévu de santé. L'ironie était à son comble. Toute la ville savait. Sur le groupe Facebook des habitants de la commune, les articles sur moi étaient partagés frénétiquement. Les commentaires allaient bon train, connectant les points entre la fête annulée et la « fille handicapée » que Martine prétendait soutenir à grands frais. Puis les messages ont commencé à arriver sur mon téléphone. D'abord Fabien, plein de reproches, « Pourquoi tu ne nous as rien dit? On aurait pu t'aider. » C'est n'importe quoi de tout déballer comme ça. Ensuite, ma mère, dans un déni total, « Adeline, ma chérie, il faut qu'on parle. » Tout ceci est un terrible malentendu. Les journalistes ont tout déformé. Et enfin, le plus pathétique, de mon père Hervé, qui sortait de son silence pour la première fois, « Tu as mis ta mère dans un état terrible. Tu aurais dû discuter de ça en famille d'abord. » Discuter en famille. Comme ils avaient discuté de me jeter dehors. J'ai regardé ces messages, symboles de leur lâcheté et de leur égoïsme. Je n'ai pas ressenti le besoin de répondre à chacun. J'ai simplement écrit une seule réponse, que je leur ai envoyée à tous les trois, en même temps. Un malentendu? Un état terrible? Une discussion en famille? C'est drôle, ce sont exactement les mots que j'aurais aimé entendre il y a 3 mois. Le rideau était tombé sur leur petite pièce de théâtre. Les masques étaient arrachés. Mais le spectacle n'était pas tout à fait terminé. Il restait un dernier acte à jouer.
Et cette fois, la scène ne serait pas leur salon, mais mon Penthouse. Comment allaient-ils se comporter maintenant que les projecteurs étaient braqués sur eux? Le dimanche matin, à l'heure où la grande fête de Fabien aurait dû battre son plein, je n'étais pas chez moi à savourer ma victoire en silence. J'étais sur le plateau de « Bonjour la France », l'émission matinale la plus regardée du pays. Mon équipe avait tout arrangé. Ils savaient que le timing était crucial. Il fallait battre le fer tant qu'il était chaud, contrôler le narratif. Je me suis préparée avec un soin méticuleux. Pas pour paraître belle, mais pour paraître puissante. J'ai choisi un tailleur pantalon élégant, une couleur vive. J'ai demandé à être maquillée non pas pour cacher la fatigue, mais pour souligner la détermination dans mon regard. Et j'ai pris une décision stratégique, j'ai utilisé mon fauteuil roulant pour me déplacer sur le plateau. Même si je pouvais désormais marcher sur de courtes distances avec mes béquilles, le fauteuil était un symbole. Un rappel visuel de mon parcours, et un trône silencieux depuis lequel j'allais raconter mon histoire. L'interview s'est déroulée à merveille. La journaliste, une femme réputée pour sa perspicacité, était fascinée par mon projet. Nous avons parlé de « Sommet Horizon », des innovations technologiques, de la mission sociale de l'entreprise. J'étais passionnée, précise, articulée. Puis, elle est arrivée à la question que j'attendais. La question que toute la France se posait. Votre parcours de rééducation est absolument remarquable, Adeline, a-t-elle dit avec une sincère admiration. On imagine que votre système de soutien familial a dû être un pilier essentiel dans cette épreuve. Un silence a flotté sur le plateau. C'était le moment charnière. Je pouvais choisir la confrontation, dénoncer publiquement ma famille. Mais j'ai choisi une voie plus subtile, plus dévastatrice. J'ai souri. Un sourire calme, empreint d'une sagesse que je ne me connaissais pas. J'ai regardé droit dans la caméra, comme si je m'adressais à des millions de personnes, mais aussi à 3 personnes en particulier, qui étaient sans aucun doute blotties devant leur télévision à Grenoble. Vous savez, ai-je commencé, ma voix posée, cette épreuve m'a appris quelque chose de fondamental. Elle m'a appris que parfois, le système de soutien que l'on attend n'est pas celui que l'on reçoit. Et que dans ces moments-là, il faut avoir le courage de construire son propre système. De s'entourer de personnes qui voient votre potentiel, pas vos limites. Ma véritable famille, aujourd'hui, ce sont mes collaborateurs, les participants à nos programmes. Tous ceux qui comprennent que le handicap n'est pas synonyme d'incapacité. Je n'avais accusé personne. Mais j'avais tout dit. Le message était d'une clarté limpide. L'effet a été immédiat. Pendant la pause publicitaire, mon attaché de presse m'a montré son téléphone. Les réseaux sociaux explosaient. Le hashtag ma vraie famille était en train de devenir viral. Des milliers de personnes partageaient leurs propres histoires de rejet familial, de solitude face à la maladie ou au handicap. Mon histoire était devenue un catalyseur, un porte-voix pour les sans-voix. Je suis rentrée à mon appartement cet après-midi-là avec un sentiment de plénitude. La vengeance semblait soudain si petite, si dérisoire. Ce qui se passait était bien plus grand que ça. Alors que je commençais à trier la première vague de candidatures pour nos stages, des histoires poignantes de personnes rêvant de montagne, le téléphone de l'entrée a sonné. C'était le gardien de l'immeuble. Madame Adeline, bonjour. J'ai vos parents à l'accueil. Monsieur et Madame Hervé et Martine. Ils demandent à vous voir. Ils disent que c'est urgent. J'ai fermé les yeux un instant. Le dernier acte. J'ai pris une profonde inspiration. Faites-les monter, ai-je répondu, ma voix ne tremblant pas. Le moment de la confrontation était arrivé. J'étais prête. Mais eux, l'étaient-ils vraiment pour ce qu'ils allaient voir et entendre? J'ai attendu dans le salon, mon fauteuil positionné non pas en retrait, mais au centre de la pièce, face à la porte d'entrée. Je ne voulais pas leur donner l'impression que je les recevais, mais que je les attendais. La nuance était importante. Quand ils sont entrés, leur apparence m'a frappée. Ils semblaient avoir vieilli de 10 ans en 2 jours. Mon père, Hervé, d'habitude si droit, avait les épaules voûtées. Ma mère, Martine, toujours impeccablement coiffée et maquillée, avait le visage tiré, les yeux cernés. Le vernis de la respectabilité s'était craquelé, laissant voir la panique en dessous. Leur regard a balayé l'appartement.
Le luxe discret, l'espace, la vue a coupé le souffle sur la ville. J'ai vu la jalousie se mêler à leur désarroi. Cet endroit, symbole de mon succès, était une insulte vivante à la pitié qu'ils avaient essayé de susciter. Adeline ? A commencé ma mère, sa voix mal assurée. On a essayé de t'appeler. On était si inquiets. Inquiets pour moi, ou inquiets de ce que les voisins allaient penser, ai-je répliqué, sans la moindre trace de chaleur dans ma voix. Ils ont eu un mouvement de recul, surpris par ma franchise. Ils s'attendaient peut-être à des larmes, à des reproches. Pas à cette froideur chirurgicale. On ne savait pas comment gérer la situation, a tenté mon père, reprenant la même excuse pathétique. On a paniqué. Vous avez paniqué, ai-je répété lentement, en faisant rouler chaque mot. Alors vous avez décidé que la meilleure façon de gérer la situation était de me mettre dehors. De jeter mes affaires dans des sacs poubelles. De me traiter comme un déchet. C'est bien ça, votre gestion de crise ? Le silence était leur seule réponse. Savez-vous ce qui est le plus ironique dans tout ça, ai-je continué, en m'approchant d'eux. Le jour où vous étiez en train de débattre pour savoir si vous aviez la force de me monter un plateau repas, j'étais en visioconférence avec Jean-Luc Renaud. Un homme qui, lui, a vu mon accident non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité. Une valeur ajoutée. Il a vu une histoire, une force. Qu'est-ce que vous avez vu, vous ? Une bouche à nourrir et des escaliers à monter. C'est là que ma mère a craqué. Les larmes, cette fois, semblaient réelles. Pas les larmes de crocodile pour ses amis, mais des larmes de véritable détresse. J'ai eu peur, s'est-elle écriée, sa voix se brisant. Quand je t'ai vu sur ce lit d'hôpital, si fragile. J'ai imaginé le pire. Une vie de dépendance, les soins constants, le regard des autres. La pitié dans le regard des gens. Je n'ai pas supporté. J'ai été faible, Adeline, j'ai été une lâche. C'était la première fois de ma vie que je la voyais admettre une faiblesse. Une fissure dans son armure de perfection. Mais c'était trop peu, et bien trop tard. J'ai laissé ses sanglots s'éteindre dans le silence. Puis, j'ai repris la parole, ma voix vibrante d'une douleur que j'avais enfouie depuis trop longtemps. T'as peur, maman ? Tu veux me parler de ta peur ? Et la mienne, alors ? La peur de ne plus jamais marcher ? La peur de passer ma vie dans un lit ? La peur de mourir seule dans une chambre d'hôpital après une chute de 20 mètres ? Et la peur la plus terrible de toutes, celle que j'ai ressentie quand j'ai compris que ma propre mère me voyait comme une tache sur sa réputation, une honte à cacher, et non comme sa fille qui avait besoin d'amour. Je me suis tournée vers mon père. Et toi, papa ? Où étais-tu pendant que ta femme et ton fils me mettaient à la porte ? Il a baissé la tête. J'aurais dû dire quelque chose. Oui, tu aurais dû. Mais tu n'as rien dit. Comme d'habitude. Puis, j'ai porté le coup final. Celui que je gardais en réserve. Votre peur ne justifie pas votre cruauté. Et elle ne justifie certainement pas que Fabien ait délibérément saboté mes dossiers médicaux, avant de m'appeler quelques semaines plus tard pour essayer de m'escroquer 5 000 €. Le visage de mes parents s'est décomposé. Ils ignoraient ce détail. J'ai vu dans leurs yeux qu'ils me croyaient. La bassesse de leur fils, exposé au grand jour, était la dernière pierre qui faisait s'écrouler leur monde de déni. Ils étaient anéantis. Vaincus. Il n'y avait plus d'arguments, plus d'excuses. Seulement la vérité, nue et laide, qui flottait entre nous dans ce salon luxueux. Que pouvait-il dire ou faire maintenant que tout était sur la table ? Le silence qui a suivi ma révélation sur Fabien était absolu. C'était le silence de la défaite totale. Ma mère a cessé de pleurer, le visage figé dans une expression de pure horreur. Mon père semblait avoir rétréci, comme si le poids de sa propre lâcheté venait de l'écraser. C'est finalement lui qui a brisé le silence, d'une voix rauque. Nous allons lui parler. J'ai eu un petit rire sans joie. Oh, je n'en doute pas. Mais ce n'est plus mon problème. C'est le vôtre. Ma mère s'est alors levée, chancelante, et a fait un pas vers moi. C'était le geste d'une suppliante. Rentre à la maison, Adeline. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. On peut arranger les choses. On transformera le bureau du rez-de-chaussée.
On installera tout ce qu'il faut. Fabien peut aller travailler ailleurs. S'il te plaît, pour les apparences. Elle s'est arrêtée, réalisant sa gaffe. Pour les apparences. Même dans sa repentance, son obsession première refaisait surface. Je l'ai regardée, sans colère. Juste avec une immense lassitude. Je suis chez moi, maman, ai-je dit doucement, en faisant un geste circulaire qui englobait l'appartement, la vue, ma nouvelle vie. Je n'ai plus besoin de votre espace. Je n'ai plus besoin de votre pitié. Ce dont j'avais besoin, il y a 3 mois, c'était de votre soutien. Et vous m'avez montré très clairement ce qu'il valait. Je me suis dirigée vers mon bureau. Avec une fluidité que des mois de travail m'avaient donnée, je me suis redressée sur mes béquilles. Le fait de leur faire face, debout, était important. Je n'étais plus la femme brisée dans un fauteuil qu'ils avaient chassée. J'étais une femme qui se tenait debout, au propre comme au figuré. J'ai pris une brochure sur mon bureau. C'était la brochure de présentation de Sommet Horizon, avec des photos magnifiques de paysages et de visages souriants de nos premiers participants test. Je la leur ai tendue. Ma famille, maintenant, la voici, ai-je dit, en tapotant les photos. Des gens qui, comme moi, sont tombés, mais qui ont décidé de se relever. Des gens qui se battent. Des gens qui s'entraident. Mon père a pris la brochure, ses mains tremblantes. Si vous voulez vraiment arranger les choses, ai-je continué, alors arrêtez de penser à vous, à votre honte, à votre image. Pensez aux autres. Ce programme a besoin de fonds pour se développer, pour aider plus de monde. Des gens qui n'ont pas la chance que j'ai eue de signer un contrat sur un lit d'hôpital. Je les ai regardés droit dans les yeux. Faites un don. Un don important. Anonyme, bien sûr. Je ne veux pas que mon projet soit sali par votre nom. Faites-le non pas pour que je vous pardonne, car je ne sais pas si je le pourrai un jour. Mais faites-le pour vous. Pour commencer à racheter la dette que vous avez, non pas envers moi, mais envers votre propre conscience. Je les ai raccompagnés jusqu'à la porte. Pour la première fois, c'est moi qui dominais la situation, debout sur mes 2 jambes aidées de béquilles, alors que semblait brisé. Sur le seuil, ma mère s'est retournée une dernière fois. Nous t'aimons, Adeline. Je sais, ai-je répondu. Et c'était peut-être la plus grande tragédie de toute cette histoire. Qu'ils m'aimaient, à leur façon tordue et égoïste. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. J'ai refermé la porte derrière eux. Je suis restée là, le dos appuyé contre le bois, et j'ai expiré un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 3 mois. Un poids immense venait de quitter mes épaules. Ce n'était pas un sentiment de joie exubérante. C'était un sentiment de paix. De clôture. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un message de Jean-Luc Renaud. Les candidatures explosent depuis ton interview. Des centaines de vies que tu es en train de changer, Adeline. Bravo. J'ai souri, un vrai sourire cette fois. Je suis retournée lentement vers la baie vitrée. En bas, j'ai aperçu 2 petites silhouettes qui sortaient de l'immeuble, l'air perdu sur le grand parvis. Ils m'avaient jeté en bas de la montagne, mais ils ne savaient pas qu'ils m'avaient donné des ailes. Mon histoire est la preuve que parfois, le rejet le plus brutal peut être le catalyseur de la plus belle des renaissances. Ils ont fermé une porte, et j'ai construit un empire. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez vécu une histoire similaire, ou une trahison est devenue une force, partagez-la dans les commentaires. Vos histoires comptent, elles sont une source d'inspiration. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like si mon histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Vous êtes ma vraie famille maintenant.